Avant de rentrer dans le cœur du sujet, comme c'est la dernière audition de la session, je voudrais adresser une pensée particulière envers nos militaires qui défileront le 14 juillet prochain sur les Champs-Élysées et plus largement aux femmes et aux hommes engagés pour notre défense, tant depuis le territoire national qu'en opération loin de chez eux. D'ailleurs, un 14 juillet qui mettra à l'honneur, le bleuet de France, dont je suis content de porter aujourd'hui, qui est très utile pour nos blessés et les familles de nos blessés, nos orphelins, et puis aussi qui est consacré aux 100 ans du comité de la flamme du soldat inconnu, et ça fait 100 ans que toute la flamme sous l'Arc des Triomphes est ravivée tous les soirs, et donc ça sera un bel hommage aussi au bleuet et à l'Arc de Triomphe aux soldats inconnus. Mon général, lors de votre dernière audition, vous nous aviez indiqué que la mission de l'armée de terre est de permettre à la France d'être, entre autres, un moteur de la sécurité européenne. Vous avanciez 3 priorités: disposer d'une armée de terre plus stratégique, plus innovante et davantage soudée par ses valeurs. Vous aurez sans doute l'occasion de revenir sur ces points. Mais pour ma part, je souhaiterais vous interroger sur 2 points particuliers. Le premier point concerne la poursuite de la transformation de l'armée de terre vers un modèle au combat face au retour des conflits de haute intensité. À mi-année de l'exécution de la loi de programmation militaire actuelle, vous donne-t-elle les moyens de poursuivre cette ambition, ou bien existe-t-il des besoins non entièrement couverts ou des points de vigilance que vous souhaiteriez partager avec nous? Le second point concerne la gestion des ressources humaines, qui est cruciale pour l'armée de terre. Vous avez annoncé des progrès en matière de recrutement, ce qui montre que l'armée de terre reste très attractive. D'un point de vue global, l'année 2005, selon les propos récents du DRH-MD, s'annonce encore meilleure en termes de fidélisation pour le ministère. Je considère que cela démontre notamment les premiers effets de l'efficacité du plan Fidélisation 360 et du chantier de revalorisation de la grille indiciaire, auquel notre commission est particulièrement attentive et dont nous avons été aussi de grands acteurs. Qu'en est-il pour l'armée de terre et quels sont, selon vous, les leviers de conditions permettant de préserver ce fragile équilibre entre recrutement et fidélisation, sachant que, en termes de fidélisation, nous le voyons bien aussi dans d'autres métiers, nous sommes face à des générations qui aiment changer plusieurs fois de métier dans leur vie. Mon général, sur toutes ces questions, mais aussi sur tout ce que vous souhaiteriez nous dire, je vous cède respectueusement la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos mots d'accueil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, avant de répondre à vos questions, permettez-moi de rebondir sur vos mots pour les soldats qui sont en train de se préparer pour défiler, en ayant une pensée pour les soldats qui sont en opération. 28 000 soldats de l'armée de terre qui sont engagés en opération ce matin. Je pense notamment à ceux qui sont déployés au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique. Les équilibres y sont très fragiles et la menace d'engrenage est réelle. Sur le territoire national, outre-mer et à l'étranger, nos soldats remplissent des missions exigeantes dans un contexte de vigilance renforcée, en particulier à l'approche de la période estivale, mais je pense aussi ce matin aux sapeurs-sauveteurs militaires des régiments de sécurité civile qui sont en alerte pour armer les colonnes de renfort face aux incendies qui sont déjà si nombreux en cette mi-juillet. Cette audition m'offre l'opportunité de présenter un bilan des 12 derniers mois. Cette année a été consacrée à la mise en œuvre du plan de transformation adopté par l'armée de terre pour la période de la loi de programmation militaire 2024-2030, dont le slogan est « L'armée de terre de combat », comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Depuis ma dernière audition devant votre commission, le monde a connu une succession de bouleversements, de l'élection du président Trump à la guerre des 12 jours. Le contexte stratégique, géopolitique et technologique est marqué par une instabilité que le monde n'avait pas connue depuis au moins 3 décennies. L'ordre international, faisant primer le droit, vacille. Au moins 2 caractéristiques marquent ces changements, l'urgence et la radicalité.
L'urgence, parce que le rythme auquel ces chocs ont lieu déstabilise. Le monde est confronté à un retour des empires qui jouent sur l'imprévisibilité pour affirmer leur puissance. La radicalité du changement ensuite, parce que l'ère de l'intimidation dans laquelle nous sommes entrés s'accompagne de la contestation affirmée des valeurs que nous considérons universelles, s'accompagne de prises de position dénuées de mesures et d'actions radicales. Si je me concentre sur le combat aéroterrestre, en analysant les conflits en cours, je retiens 3 enseignements. Premièrement, le rôle de la nation dans la guerre. Les armées remportent les batailles, mais ce sont les nations qui gagnent les guerres. Le changement d'échelle des conflits met en lumière l'importance capitale de la résilience nationale. Deuxième enseignement, la permanence du combat terrestre. Le contrôle du sol reste le sceau de la volonté politique et le marqueur de la victoire durable. La décision politique de s'engager militairement se cristallise souvent autour du déploiement de troupes au sol. En schématisant, la force à distance est intimidation, la présence au sol est détermination. Troisième enseignement, la révolution technologique et numérique en cours est d'une ampleur équivalente à celle de la révolution industrielle du XIXe siècle. De nouveaux espaces sont ouverts à l'activité humaine, or, lorsque l'homme découvre de nouveaux espaces, il s'y bat. En outre, les nouvelles capacités ne disqualifient pas les anciennes, elles les renforcent dans une logique d'élargissement. Aux formes archaïques du combat se superposent les formes les plus modernes. Aux tranchées et au corps à corps s'ajoutent les drones FPV, c'est-à-dire pilotés par immersion, les munitions téléopérées, les communications numériques, l'analyse des images par l'intelligence artificielle. Ce contexte international et ses constats renforcent le rôle de l'armée de terre au service d'une France puissance d'équilibre, pourvoyeuse de sécurité et pilier de l'architecture de sécurité européenne, comme vous l'avez rappelé. Notre but est de gagner la guerre avant la guerre, suivant la formule du SEMA, par la combinaison d'un socle de souveraineté et de la capacité à générer des coalitions. Pour cela, l'armée de terre doit être crédible pour exprimer la détermination de la nation et entraîner ses partenaires et alliés en tant que nation cadre. Il lui faut être aussi crainte de ses adversaires. Un plan a été défini pour la transformation de l'armée de terre dans le cadre de la loi de programmation militaire. Il prenait en compte l'évolution du contexte géostratégique de 2022. Son but est de mettre l'armée de terre en faculté d'agir dès ce soir, tout en se préparant aux engagements de demain. Elle doit le faire pour la protection du territoire national, la résilience de notre pays et la contribution à l'esprit de défense. Elle doit le faire pour la prévention et le règlement des crises qui demeurent en Afrique, au Moyen-Orient, dans l'océan Indien et jusque dans le Pacifique. Elle doit le faire, bien sûr, dans le cadre de la solidarité stratégique due à nos alliés, en particulier en Europe, face à la menace devenue possible d'un engagement majeur. À ce titre, l'armée de terre française est ainsi en capacité de commander une coalition aéroterrestre interalliée dont le standard sera progressivement élevé jusqu'à l'horizon 2030. L'effet majeur choisi à titre de symbole et de point de bascule de cette transformation dans la loi de programmation militaire est de disposer d'une division de combat projetable en 30 jours d'ici 2027. Sur ce chemin, nous avons atteint un jalon décisif en 2025 à travers la capacité à projeter une brigade dite bonne de guerre, c'est-à-dire complète, entraînée, équipée, appuyée et soutenue. Avec le recul de 3 années par rapport à l'élaboration de la loi de programmation militaire, je retiens, premièrement, que le plan élaboré est cohérent et reste cohérent. Les évolutions choisies sont bonnes, mais les événements récents invitent à en accélérer et amplifier la mise en œuvre. Pour répondre à vos questions et à faire un point de situation sur l'armée de terre en 2025, je vous propose de revenir sur ce que nous avons accompli au cours de cette année, suivant les 3 lignes que vous avez rappelées. Premièrement, l'armée de terre est stratégique, elle protège et agit dès ce soir. Sur ce plan, en 2025, elle a poursuivi concrètement ses missions et a répondu à la diversité des crises. Sur le territoire national, l'armée de terre a été engagée à Mayotte pour prendre une part active à la reconstruction. Des sapeurs-sauveteurs du 4e régiment d'intervention de la sécurité civile ont été déployés dans cette opération
dès la décision de création de leur régiment à Libourne. Dans l'Hexagone, l'armée de terre a contribué à l'opération Sentinelle de manière plus modulaire et plus réactive, comme l'a montré le renforcement il y a un mois au moment des affrontements entre Israël et l'Iran. L'armée de terre a formé des soldats ukrainiens en France et en Pologne, notamment à travers la brigade Anne de Kiev. Des exercices nationaux ont renforcé nos capacités, comme l'exercice Diodore, qui a permis la certification opérationnelle du commandement des actions dans la profondeur. Surtout, les exercices internationaux ont accru l'interopérabilité avec nos alliés et ont été autant de marques et de signalements d'une capacité à agir en coalition. Parmi ces exercices, je retiens Warfighter 25 avec l'armée américaine et Hedgehog 25 en Estonie. Mais il y a eu aussi des exercices dans l'océan Indien et le Pacifique, avec les exercices Croix du Sud et Shakti. Sur le flanc Est, l'armée de terre poursuit la préparation de Dacian Fall, qui confirmera à l'automne notre capacité de déploiement rapide en Roumanie d'une brigade dans un cadre multinational exigeant. Ce déploiement aux ordres du commandement Terre Europe, qui a été créé également cette année, représente une échéance majeure pour signifier la crédibilité de la France vis-à-vis des alliés comme vis-à-vis des adversaires. Enfin, pour développer les relations militaires de la zone Méditerranée et créer les prémices d'une intimité stratégique avec nos voisins proches, j'ai réuni à Toulon en juin un premier symposium des chefs d'état-major de l'armée de terre des pays de la Méditerranée. L'armée de terre stratégique est aussi une armée de terre innovante, avec un esprit pionnier qui se prépare pour demain. Qu'elle soit tactique, technique ou organisationnelle, l'innovation est la condition essentielle de l'adaptation, qui est le principal facteur de supériorité pour remporter la victoire demain. De l'Ukraine au Moyen-Orient, l'observation des conflits en cours confirme les tendances dont l'armée de terre s'est emparée depuis 3 ans. Drones et robots pour augmenter la létalité de nos moyens et acquérir la transparence du champ de bataille, dont la conjonction est la boucle acquisition-feu. Intelligence artificielle et numérisation pour démultiplier les capacités de commandement et de connectivité, nouvelles armes pour contrer les menaces émergentes, notamment par la défense solaire et la guerre électronique. L'essor de l'esprit pionnier dans l'armée de terre s'accompagne d'abord d'un bouillonnement d'innovation par le bas. Sur le champ de bataille, l'avantage opérationnel revient et reviendra encore davantage à l'avenir à ceux qui parviennent à employer les nouveaux équipements et à adapter rapidement les doctrines et les organisations. Tout ce que nous observons sur les champs de bataille, et notamment en Ukraine, le prouve. Ce mouvement se déploie notamment dans le domaine des drones. En 2025, les unités de l'armée de terre ont expérimenté le tir guidé par les drones, le tir sous drone, le tir contre drone, la destruction au moyen des drones de type pilotage immersif, qui permet au pilote donc de voir en temps réel comme s'il était à bord du drone, mais aussi les essaims de drones à partir des blindés. La création des premiers centres d'entraînement tactique drone vient structurer cette dynamique et accompagner son passage à l'échelle. Avec l'appui de l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, un système anti-drone a été développé à partir de vénérables canons de 20 mm et d'une conduite de tir intégrant l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la maintenance, des ateliers mobiles d'impression 3D sont déployés dorénavant en opération et permettent des réparations au plus près des zones de combat. Mais cette innovation par le bas complète une innovation par le haut, qui est portée par le commandement du combat futur, qui a poursuivi en 2025 sa montée en puissance. Celle-ci, cette innovation par le haut, met la priorité sur les capacités hautes ou différenciantes, avec l'appui de la DGA et en puisant dans les compétences de notre base industrielle et technologique de défense. Ce sont les capacités de C2, c'est-à-dire le Command and Control, de renseignement, de feu, de protection, en particulier solaire, et de soutien des grandes unités pour renseigner et agir dans la profondeur du champ de bataille. En 2025, l'armée de terre s'est équipée de drones DT-46 pour accélérer la boucle d'acquisition feu, principalement pour les Césars et les nouveaux mortiers MEPAC sur Griffon, qui seront demain complétés par des drones plus légers mais à plus longue portée. L'armée de terre mise sur le développement de la robotique, accompagnant l'effort de développement d'une unité autonome de robots à l'horizon 2027, le projet Pendragon.
Ce projet prolongera les challenges COOMA, dont la coopération homme-machine, dont la 3e édition a été un succès en mai dernier. L'armée de terre a également créé un régiment de cyberdéfense en janvier, dont la montée en puissance se poursuivra au cours des prochaines années. L'exercice Diodore au printemps, que j'ai déjà mentionné, a éprouvé des modes d'action novateurs, faisant appel à des capacités de pointe intégrant l'intelligence artificielle à nouveau, notamment cyber, électromagnétique et d'imagerie, dans le cadre réaliste d'un affrontement hybride. L'innovation devient indispensable pour surprendre et bousculer l'adversaire dans une démarche exploitant une forme de révolution dans les affaires capacitaires, une capacité d'acquisition des équipements et d'élaboration plus agile, plus décentralisée, plus rapide, exploitant la dualité entre les finalités militaires et civiles, taillées au juste besoin et s'affranchissant des normes inutiles. Cette armée de terre stratégique, armée de terre innovante, est aussi une armée de terre soudée par la fraternité d'armes. Son modèle d'armée comme armée d'emploi repose sur l'engagement et la cohésion des hommes et des femmes qui la servent, et je réponds là à votre question sur le point de situation du recrutement et de la fidélisation. En 2025, 15 000 soldats d'actifs et 5 000 de réserve ont été recrutés. L'armée de terre engage une jeunesse déterminée à servir, comme le montre la campagne de recrutement « Peux-tu le faire ?», qui a atteint tous les objectifs que nous étions fixés. Pour faire face aux défis du recrutement et de la formation qui demeurent, la direction des ressources humaines de l'armée de terre a pris sous son commandement cette année les organismes de formation et les écoles d'armes qui dépendaient auparavant de la force terrestre. Une armée de terre soudée s'appuie sur un socle de valeurs que j'entends consolider. La première d'entre elles, de mon point de vue, est la fraternité d'armes. Les hommes et les femmes qui composent l'armée de terre sont unis autour de leur mission, servir les armes de la France. La fraternité d'armes soude les membres de l'armée de terre autour de cette finalité guerrière. La mixité, que je mentionne à chacune de mes interventions, en est une composante et fait l'objet d'une attention constante. Elle progresse, mais nous devons poursuivre nos efforts avec exigence et lucidité. L'armée de terre française est statistiquement, avec 11%, une des plus féminisées d'Europe, la 4e armée la plus féminisée du monde. L'armée de terre est soudée également par la solidité de son modèle de promotion interne. 60% des sous-officiers sont d'anciens militaires du rang. La moitié de ces officiers ont été sous-officiers. La fidélisation que vous mentionniez, Monsieur le Président, a progressé cette année avec une ancienneté moyenne de service de 7 ans pour les militaires du rang et qui correspond à un équilibre avec l'impératif de jeunesse que l'armée de terre continue à se fixer. Les mesures catégorielles portant sur les militaires du rang et les sous-officiers qui ont été adoptées l'an dernier ont montré en 2025 leurs effets bénéfiques sur la fidélisation. Mais en 2025, l'armée de terre a développé les liens qu'elle entretient avec la nation et sa jeunesse au-delà de ses impératifs de recrutement. Ce lien est vital. Plus de 50 000 jeunes ont été en contact avec les unités cette année par les classes de défense et les stages proposés. Le recrutement et la formation d'un premier détachement de volontaires de l'armée de terre, les VDAT, au moment des Jeux Olympiques, a été un vrai succès. 150 jeunes qui nous ont rejoints pour cette mission de 4 mois. Cette expérimentation a été poursuivie en 2025 dans la perspective, à terme, d'en faire une brique de l'hybridation active, réserve, service du modèle de ressources humaines de l'armée de terre en lien avec la jeunesse. La modernisation de la journée défense-citoyenneté, la JDC-NG, est une nouvelle étape pour développer l'esprit de défense chez les jeunes générations et l'armée de terre y prendra toute sa part. Enfin, je mentionne la Fondation Armée de terre, au profit principalement de l'engagement de la jeunesse, créée cette année, qui est un autre signe tangible des liens au sein de l'armée de terre et de l'attachement de l'armée de terre à la nation. Pour conclure, je vous dirais que l'année 2025 a confirmé que l'armée de terre est au rendez-vous du temps long de la transformation, comme des urgences du temps présent. Elle est stratégique parce qu'elle protège et agit ce soir. Elle est innovante parce qu'elle prépare les combats de demain. Elle est soudée parce que la fraternité d'armes qui la lie est un bien précieux qu'elle entend mettre au service de la nation. L'armée de terre se transforme, vous l'avez rappelé, elle le fait avec la célérité et la radicalité qu'appellent les transformations du monde, tout en cultivant ses fondamentaux et sa force morale d'armée d'emploi polyvalente et soudée. La France,
j'en suis certain, a besoin d'une armée de terre capable de tenir son rang, de peser et d'entraîner. Nos compatriotes et nos alliés peuvent compter sur sa détermination et c'est ce que je veux réaffirmer aussi ce matin en m'adressant à vous. Merci beaucoup, mon général. Nous allons donc passer aux orateurs de groupe et nous commençons par Julien Limangy pour le groupe Rassemblement national. Oui, merci Monsieur le Président, mon général. Permettez-moi tout d'abord de saluer également l'engagement exemplaire des soldats de l'armée de terre, qu'il s'agisse des OPEX ou plus récemment sur le flanc est de l'Europe, en Estonie comme en Roumanie, mais également sur le territoire national à travers l'opération Sentinelle qui mobilise depuis des années des effectifs considérables et évidemment également dans nos outre-mer. Ces engagements exigeants de nos soldats appellent non seulement notre reconnaissance, mais aussi des moyens à la hauteur des missions confiées. Nous savons bien qu'en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, vous n'êtes pas responsable des décisions budgétaires ou politiques, mais vous êtes en première ligne pour porter les besoins opérationnels concrets de nos forces et remplir votre contrat opérationnel. Or, cette adéquation semble de plus en plus compromise. La trajectoire de la LPM, déjà étroite, est aujourd'hui fragilisée. L'inflation, comme nous l'avions annoncé lors des débats budgétaires liés à la LPM, grignote le pouvoir d'achat réel des crédits, les surcoûts opérationnels explosent et le report de charges arrive à des niveaux inédits. À cela s'ajoutent des ralentissements inquiétants dans la passation de commandes. En effet, le ministère des Armées commande moins, plus tard et paie avec du retard, ce qui pèse lourdement sur les industriels et surtout sur la capacité de nos armées à se régénérer. Concrètement, le taux de réalisation des équipements est tombé à 62,7% en 2024, loin des 85% prévus. Les programmes comme Scorpion connaissent des décalages, la disponibilité des matériels devient floue. Quant au MGCS, il concentre des moyens sur un programme enlisé, désaccords industriels, absence de cap et surtout perte de maîtrise dans la définition de nos propres besoins. Nous le redisons avec franchise, ces logiques de coopération à tout prix risquent de nous paralyser et de compromettre notre souveraineté stratégique. Nous espérons malgré tout à terme un programme de chars alternatif cohérent avec les besoins réels de l'armée de terre et piloté sous souveraineté nationale. Dans ce contexte dégradé, où en sommes-nous pour l'armée de terre sur les principaux programmes en cours? Y a-t-il aujourd'hui un risque que certains matériels clés arrivent trop tard pour répondre aux besoins opérationnels? Et comment l'état-major de l'armée de terre s'adapte-t-elle à cette incertitude croissante sur le calendrier et la volumétrie des livraisons? Merci à vous. Monsieur le député, cette loi de programmation militaire est une loi de programmation militaire de transformation, donc avec un objectif pour l'armée de terre de s'adapter et de rejoindre ce modèle d'armée de terre de combat qui me semblait au moment de l'élaboration de la LPM comme un objectif absolument indispensable compte tenu de l'évolution de la situation internationale et que les évolutions survenues depuis qui vont vers un durcissement et une radicalité des changements m'amènent à regarder à nouveau, à regarder aujourd'hui finalement avec ce double regard que je rappelais, de confirmation que la structure de cette programmation et du plan reste bon, mais qu'il y a un enjeu d'accélération et d'amplification du plan qui était prévu. Cette loi de programmation militaire pour l'armée de terre est avant tout une loi de programmation militaire de livraison des équipements. Et si je prends les équipements les plus emblématiques de l'armée de terre, aujourd'hui nos Scorpions, c'est-à-dire notamment les véhicules de médians qui équipent notre armée de terre, ces livraisons arrivent dans nos régiments et à la fin de l'année 2025, nous aurons atteint 45% de la livraison de la cible totale des Scorpions qui était prévue et 2 ans plus tard, nous en serons à 60% en 2027. C'est une réalité que j'observe dans les régiments, dans le sens où nous avons des livraisons de l'ordre de 150 Griffons par an, 150 Serval, une trentaine de Jaguars, et ces équipements arrivent réellement dans les régiments. Dans l'exécution de cette loi de programmation militaire, cette dimension livraison des équipements est importante et elle est aujourd'hui en cours. Ce qui m'importe, c'est que, également, et j'en suis directement responsable, c'est que ces équipements soient réellement opérationnels. Et donc, je suis très attaché, et c'est le rôle, notamment du chef d'état-major de l'armée de terre vis-à-vis de son armée, à la cohérence de ces équipements et donc à ce qui vient autour de ces équipements pour transformer un véhicule inerte en une capacité de combat. C'est la question de la cohérence autour de chaque équipement, d'avoir les capacités d'entraînement
pour avoir les hommes et les femmes qui servent ces équipements, les munitions, le maintien en conditions opérationnelles, etc. Dans la gestion 2025, j'ai aujourd'hui les ressources qui me permettent d'avoir cet environnement pour mes équipements à la hauteur des équipements qui sont livrés. Mon objectif derrière la cohérence de chacun de ces équipements, c'est d'avoir une cohérence transverse, c'est-à-dire d'avoir la bonne combinaison des différents équipements pour que les unités soient réellement opérationnelles. Le cœur de cette loi de programmation militaire, c'est d'acquérir notamment ces capacités du haut du spectre, les capacités d'environnement, de commandement, de feu dans la profondeur, de défense solaire, qui permettent d'accompagner les forces de combat dites de contact. La livraison de ces équipements est plutôt en deuxième partie de loi de programmation militaire, et aujourd'hui, je n'ai pas d'indication qu'il y ait des retards sur l'arrivée de ces équipements dans les années à venir. Merci, mon général. La parole est à Carl Olive pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, mon cher président. Mon général, monsieur Schill, monsieur le président, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, mon général, pour votre présence devant notre commission, qui est en quelque sorte son jubilé aujourd'hui, et pour la clarté des informations que vous nous avez partagées. Oui, le contexte géopolitique que nous connaissons rappelle à chacune et chacun d'entre nous que la guerre n'appartient pas au passé, elle redevient, hélas, une hypothèse crédible. Dans ce contexte, la loi de programmation militaire que nous avons adoptée en 2024 marque un tournant majeur pour notre défense. Elle concrétise une ambition assumée, mieux préparer nos armées, mieux les équiper et leur permettre de durer dans le temps long. Pour l'armée de terre en particulier, les efforts sont notables. Le programme Scorpion change la donne sur le plan capacitaire, avec un renouvellement profond de nos véhicules de combat. La rénovation des chars Leclerc, le renforcement des capacités de feu dans la profondeur par l'acquisition de systèmes d'artillerie longue, portée supplémentaire, ou encore la formation de cybercombattants et l'augmentation des moyens de brouillage électromagnétique constituent des avancées stratégiques majeures. Mais il existe une problématique, peut-être moins visible du grand public, qui concerne à juste titre une attention particulière. C'est celle de la capacité à durer par la reconstitution des stocks en munitions. Nous savons que les conflits modernes en haute intensité sont extrêmement consommateurs en munitions et en carburant. C'est pourquoi il convient de saluer l'objectif visant à garantir la capacité de soutenir un conflit de haute intensité pendant 2 mois sans rupture capacitaire, grâce aux 16 milliards d'euros inscrits dans la LPM pour la reconstitution des stocks de munitions. Aussi, mon général, nous souhaiterions recueillir votre analyse dans les limites imposées par le respect du secret défense sur la manière dont l'armée de terre, en coordination avec la DGA et les industriels, organise la montée en puissance de son stock de munitions. Considérez-vous enfin que la trajectoire engagée est satisfaisante pour garantir notre capacité à soutenir un engagement de haute intensité pendant 2 mois? Je vous remercie des réponses que vous pourrez nous apporter. Merci, monsieur le député, pour votre question à laquelle, finalement, je répondrai en prolongeant ma réponse précédente sur cet élément clé qui est celui de la cohérence des équipements. Le CEMA, là aussi, je prends son propos, d'avoir l'armée la plus efficace avant d'avoir l'armée la plus puissante, c'est-à-dire ce que nous avons doit pouvoir être efficace, ne pas être simplement de l'équipement de défilé, mais être un équipement employable réellement en opération. Et ça, c'est donc une question de cohérence, et donc notamment un des éléments primordiaux de la cohérence est ces munitions. Nos stocks de munitions, évidemment, vous l'avez mentionné, ça fait partie, l'état de nos stocks de munitions fait partie des informations qui sont sensibles, et je ne vais pas forcément aller dans le détail de ces stocks, mais ce qui est très clair, c'est que l'effort tel qu'il était programmé dans la loi de programmation militaire, devait consister à notamment constituer nos stocks de munitions, notamment pour les nouvelles armes, par exemple les missiles moyenne portée que nous sommes en train d'acquérir, il s'agissait de constituer les stocks, et pour certaines autres munitions, de reconstituer ces stocks. Cette question dépend des crédits qui sont prévus pour l'achat des munitions. Et donc, dans la loi de programmation militaire, il y avait, pour ce qui est de l'armée de terre, plus de 300 millions d'euros de crédits prévus pour l'acquisition de munitions. Et si jamais il y avait des évolutions de la loi de programmation militaire ou des ajustements, y compris
interne de cette programmation, mon objectif est de continuer à mettre la priorité et l'accent sur les ressources nécessaires pour acquérir les munitions. Deuxième sujet sur ces munitions, c'est la capacité de production de ces munitions et de rapidité de production par l'industrie. Ce que je note, moi, c'est qu'il y a eu dans un certain nombre de segments, et des segments qui m'intéressent au premier titre, comme les obus d'artillerie, enfin les munitions d'artillerie que vous avez mentionnées, une accélération, un accroissement sensible des capacités de production nationales ou européennes mutualisées et une accélération sensible, une réduction sensible des délais entre les commandes et les livraisons de ces munitions. Aujourd'hui, nous sommes donc très clairement, et ça sans parler des chiffres et des stocks, vous dire que nous sommes dans une logique de reconstitution de nos stocks concrètement année après année, même si sur ces stocks sont ponctionnés aussi nos entraînements, nos munitions d'entraînement. Et donc il y a une question de baignoire et de vitesse de remplissage de cette baignoire par rapport à la consommation que nous avons à l'entraînement. Or, au cours de cette loi de programmation militaire, nous voulons aussi augmenter notre entraînement pour à nouveau accroître la cohérence de nos forces et donc accroître notre consommation. Mais aujourd'hui, dans une résultante nette, nous sommes en reconstitution de nos stocks de munitions. Merci, mon général. La parole est à Aurélien Saint-Toul pour le groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre, de votre disponibilité, de vos propos. D'abord, je voudrais vous faire part de l'inquiétude qui est celle de mon groupe à l'égard des industries du domaine terrestre, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais vous l'avez... je pense qu'il est bon encore de le répéter. Nous sommes inquiets de voir la prépondérance de Rheinmetall qui est en train de s'installer dans le domaine terrestre sur l'ensemble de l'Europe, que nous craignons énormément que son implication dans le projet MART au niveau européen ne signifie à terme la fin, dans de mauvaises conditions en tout cas, du MGCS. Nous sommes très inquiets de voir que l'essentiel de la production en matière d'artillerie désormais sera celle de Rheinmetall et que les objectifs que s'était donné la France en la matière ne sont pas tenus. Vous avez parlé de commandes mutualisées au niveau européen, c'est que la production française n'est pas à la hauteur et les forges de Tarbes ne sont pas à la hauteur en matière de rendu. Et ça, je voulais le dire. Avant toute chose. En revanche, je voulais vous interroger, ou non pas en revanche, mais en complément, je voulais vous interroger sur une évolution du travail au sein de la CIMT que j'ai eu la chance de visiter il y a peu. La CIMT est en train de mettre en œuvre des contrats déverticalisés. Est-ce que vous pourriez revenir brièvement, enfin brièvement non, pas forcément brièvement, mais en tout cas sur ce sujet avec nous en dire quelques mots, quelles perspectives vous en attendez, notamment pour la disponibilité évidemment des matériels, en plus de la réduction du coût, dans la mesure où c'est une logique proprement terrienne et que, en tout cas, cette idée de déverticalisation n'est pas tout à fait celle qui est adoptée dans les autres armées. Merci beaucoup, Général. Monsieur le député, d'abord, un sujet, c'est la deuxième fois que le terme de MGCS est cité. Peut-être s'il y a un moment à la fin, en huis clos, je souhaiterais revenir sur les perspectives de chars futurs et de MGCS. Ça me semble être une question importante. Mais en revanche, sur la question du maintien en condition opérationnelle, à nouveau, c'est une des composantes de cette dimension absolument essentielle de la cohérence pour que ce que nous avons soit réellement opérationnel, parce qu'on peut tirer, parce qu'on peut rouler, parce qu'on peut l'employer. Et donc cette dimension du maintien en condition opérationnelle est une dimension très importante. Là, à nouveau, il y a une question de ressources qui y sont consacrées, et puis il y a une question de méthodologie. Dans cette méthodologie, nous sommes très clairement en train d'étudier et de commencer à mettre en œuvre un changement de philosophie et concrètement de mise en œuvre sur ce sujet. Parce que nous tirons profit du fait que les ressources consacrées aux armées à travers la loi de programmation militaire sont dans une perspective de croissance pour réévaluer les critères qui nous avaient amenés à poser un certain nombre de choix préalables, en plus des impératifs opérationnels. Les choix préalables, si je les schématise et probablement les caricature un peu,
d'un point de vue de la situation opérationnelle, partait du principe qu'il y avait une forme de moyenne d'emploi des équipements, notamment terrestres, année après année, qui était la résultante des besoins d'entraînement et puis de besoins en opération extérieure, mais finalement qui était sur ce qu'on appelle sur une situation de référence relativement stable et qui permettait de déterminer un nombre d'heures moteurs, pour schématiser, ou de coups canons tirés par année et par parc. Deuxième sujet, les questions de déficience de la dépense et d'économie avaient amené à choisir un modèle qui était d'externaliser auprès de l'industriel un certain nombre de responsabilités dans le maintien en conditions opérationnelles, et notamment de constitution des stocks. Et ça a amené à une philosophie de verticalisation des contrats de maintenance, et donc de paiement très concrètement à l'heure de fonctionnement ou au coût, et encore une fois, l'industrie assumant un certain nombre de responsabilités. Or, ce modèle était basé d'une part sur les flux. Et on a vu notamment dès la question du Covid, mais ensuite, après l'attaque massive russe en Ukraine, combien cette question de l'économie en flux pouvait être soumise à des aléas géopolitiques ou autres qui mettaient en risque les capacités des armées. Deuxièmement, c'était une forme d'externalisation du risque et de l'ingénierie de la chaîne logistique auprès des industriels qui permettait de rentabiliser cette dépense, mais au prix de stock, à nouveau, taillé au minimum en termes de flux. Or, d'une part, d'un point de vue opérationnel, sur le fait que, dorénavant, malheureusement, l'hypothèse d'un engagement majeur est envisageable, ou en tout cas est à envisager, puisque nous sommes une forme d'assurance-vie, et que donc la fait de passer d'un flux de consommation, de maintien en conditions opérationnelles et d'heures de fonctionnement à un besoin immédiat beaucoup plus important devient plus probable, et nous devons nous y préparer. Et deuxièmement, la maîtrise de l'État sur ces stocks qui lui permettent et le fonctionnement au cours de l'année et la capacité à déployer presque la totalité des parcs à un moment donné sur les théâtres d'opération, nous est réapparu d'un point de vue opérationnel et souveraineté comme important, très important, voire indispensable. Et donc, nous profitons des ressources qui nous sont attribuées pour le maintien en conditions opérationnelles pour changer ce modèle, créer des stocks étatiques qui servent de stock tampon pour réduire le coût des pièces en levant les impératifs de disponibilité au point de monte qui sont un des éléments importants du coût des pièces, et deuxièmement pour profiter de ces stocks qui nous servent à générer l'activité annuelle en une capacité à déployer instantanément un volume plus important de véhicules. C'est ce que la CIMT, la chargée du maintien en conditions opérationnelles des matériels terrestres, est en train d'expérimenter sur les VBCI, de façon à obtenir, parce que le marché arrive à échéance, expérimenter et mettre en œuvre sur ce parc ce nouveau type de maintien en conditions opérationnelles et de maîtrise des stocks, pour ensuite, le cas échéant, l'étendre à d'autres parcs. Merci, mon général. La parole est à Thierry Sauter pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Mon général, je vous remercie pour votre présence parmi nous et pour votre propos introductif. Comme vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, l'armée de terre devrait être plus innovante et stratégique pour se préparer à la haute intensité et aux conflits hybrides. À ce titre, je souhaitais vous interroger sur la prise en compte des drones dans l'armée de terre. Les drones ont acquis une place incontournable pour observer, transmettre ou attaquer. Le spectre des drones est très large, qu'il s'agisse des drones évolués comme les patrouilleurs ou de munitions téléopérées. Vous avez résumé l'importance des drones pour nos soldats par la formule « voler comme vous tirez ». Les drones peuvent être à la fois des outils de masse en raison de leur faible coût, mais aussi des outils technologiques lorsqu'ils sont employés en essaim et disposent de capacités de navigation complexes. Ainsi, je m'interroge sur la manière de mieux intégrer les drones dans l'emploi des forces. Pouvez-vous, mon général, expliciter votre position en la matière ? Comment mieux former nos soldats à l'usage des drones sur le champ de bataille, mais aussi à la lutte anti-drone ?
La loi de programmation militaire prévoit 5 milliards d'euros de besoins pour la période. Ces moyens doivent permettre d'accélérer l'usage des drones et de diversifier les capacités. Pensez-vous, mon général, que le calendrier de livraison des drones sera tenu et que les équipements seront suffisants? Des moyens supplémentaires dans la lutte anti-drone devraient-ils être envisagés, notamment pour faire face à la menace des micro-drones? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Les drones, c'est une innovation, une évolution absolument fondamentale du combat tel que nous l'observons sur tous les champs de bataille aujourd'hui. Il y a une révolution technologique autour de ces drones volants. Il y a une révolution militaire autour de l'emploi de ces drones dans les combats. C'est un fait. Deuxièmement, cette révolution, elle est accélérée dans des proportions absolument extraordinaires par le fait qu'il y a une guerre entre deux États, entre deux nations très puissantes qui mettent la totalité de leurs forces dans cette guerre aux portes de l'Europe, et que, un peu à la façon dont, pendant la Première Guerre mondiale, la formidable bataille en Europe a accéléré non seulement la technologie, mais aussi l'emploi de cette technologie sur l'électricité, le pétrole, l'avion, la voiture, il y a le même phénomène à l'Est de l'Europe. Et d'une manière générale, de toute façon, le drone, le robot aérien sera un des marqueurs des combats qui viennent. Juste une incise, je suis persuadé que les robots terrestres seront un des marqueurs des combats qui viennent, simplement probablement que compte tenu de la nature de l'espace aérien plus fluide par rapport à la rugosité du sol, l'automatisation, la robotisation aérienne a 5 à 10 ans d'avance sur la robotique terrestre et donc cette révolution viendra après. C'est un fait que nous devons absolument prendre en compte. Ce fait, nous avons à le prendre en compte sur le plan technologique et technique, c'est-à-dire les drones, et l'environnement des drones, c'est-à-dire la façon de les piloter, de les commander, et c'est l'ensemble de la dimension de la robotisation, aérienne d'abord, puis terrestre, techniquement, sur laquelle nous avons à monter en gamme. 3 remarques sur cette montée en gamme. Première chose, c'est qu'il se trouve que cet espace, cette réalité, ces drones, cette robotisation, c'est un espace de bouillonnement technologique et militaire également, absolument majeur, et que les unités, les forces militaires qui, à l'avenir, sauront s'adapter, enfin, seront opérationnellement efficaces, seront des unités qui sauront, en leur sein, générer un mouvement d'innovation permanente. Je me sers donc des drones pour inculquer, pour descendre dans l'armée de terre, la notion d'esprit pionnier, parce que c'est la technologie qui aujourd'hui est en train d'évoluer de manière extrêmement rapide. Et donc, je me sers, et vraiment c'est très cynique quasiment, de cette notion d'explosion des drones pour dire, armée de terre, vous devez avoir l'esprit pionnier, vous devez l'avoir à la base dans les unités par l'invention, par l'emploi à votre niveau des drones, y compris ceux qui sont fabriqués par un imprimante 3D, vous devez les bricoler, etc. Ce fameux bouillonnement, mais aussi par le haut, à travers le commandement du combat futur, pour des drones plus importants. Deuxième aspect, la capacité, c'est un peu du jargon, mais nous considérons que c'est non seulement un équipement, mais c'est aussi une organisation pour le mettre en œuvre, des doctrines, des capacités de soutien, des hommes et des femmes, etc. C'est donc une globalité. Et donc la question n'est pas tant le drone que la capacité à employer les drones et donc avoir de nouvelles tactiques qui ne sont pas seulement les tactiques d'avant. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la mitrailleuse ? Oui, probablement. Pendant la Première Guerre mondiale, la mitrailleuse a changé la façon de se battre parce qu'elle a amené à réorganiser différemment les groupes de combat et à les organiser de combattants autour de la mitrailleuse. Eh bien, nos unités dans l'avenir seront organisées autour de ces drones. Et cette dimension d'adaptation, non seulement de la technique, mais aussi de la tactique et des façons de se battre, elle est indispensable. Et cette évolution, cette évolutivité, elle est à développer là aussi au niveau central. Et donc mon commandement du combat futur a comme mission de développer non seulement les techniques
les technologies, les acquisitions, mais aussi la façon de les employer, de faire évoluer cette tactique. Mais cette évolution, elle doit venir d'en bas aussi. Et nous avons aujourd'hui une expérimentation, mais je la cite, mais il y en a d'autres, extrêmement intéressantes, au sein du 1er régiment d'infanterie de marine qui est à Angoulême, qui est en train de développer des escadrons de reconnaissance de drones. Donc certes, ils ont des drones dans des ruches, pour créer des essaims de drones. Ça, c'est la technique. Mais en plus, ce régiment est en train d'étudier comment un escadron, à partir de drones réorganisés autour des drones, va pouvoir remplir mieux, plus vite, plus loin, ou à la place des autres escadrons du régiment, ces missions. Troisième remarque, enfin, drone, c'est un terme générique. Les plus petits de nos drones, c'est les Black Hornet. C'est un drone qui fait même pas une centaine de grammes. Et le plus gros des drones en service dans l'armée de terre, et il y en a qui sont plus importants dans l'armée de l'air, c'est 3 tonnes. Et donc, le terme de drone, au sens est un terme générique. Et évidemment, nous ne pouvons pas avoir la même stratégie d'acquisition des drones les plus lourds, de la même façon que les plus légers. Vous me posiez, et c'est à travers ça que je réponds à votre question sur est-ce que ce qui est prévu dans la loi de programmation militaire va être appliqué ? Oui, et même plus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons prévu des ressources pour cette dronisation et son environnement. À l'état de l'art, aujourd'hui, nous imaginons que nous allons acheter le drone X ou Y, les DT-46, mais en fait, ce segment, cette réalité-là, ça n'est pas écrit, il n'est pas écrit aujourd'hui ce qu'il y aura en 2028, en 2029, en 2030, etc. Ce que nous sommes en train d'acquérir aujourd'hui, en 2022, nous ne savions pas que ça existerait, ou que ce serait disponible à ce coût, ou que ce serait disponible avec cette vitesse-là. Et donc, c'est un espace qui, au-delà d'être un espace d'évolution technologique, d'innovation, qui doit se répandre dans l'esprit pionnier dans les forces, au-delà d'être un espace qui doit amener une évolution tactique au-delà de la seule évolution technologique, c'est un espace qui doit amener ou qui accompagne une évolution dans la façon d'acquérir, d'élaborer et d'acquérir ces équipements. Et la façon dont l'appareil industriel et ou de PME, peut-être ETI, pas seulement de grands groupes, et de contact avec les armées, et donc d'interface avec la Direction générale de l'armement, ne me semble pas écrite sur ce sujet. On sait qu'il va falloir y aller, on sait qu'il faut des ressources, on sait que ça va transformer et la technologie, et l'acquisition, et la tactique. Maintenant, il est bon que ce chemin ne soit pas complètement écrit et figé aujourd'hui. Merci, mon général. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président, général, chers collègues, tout d'abord, je partage vos pensées concernant les militaires actuellement en opération. Les forces armées ont aussi affaire avec l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, d'où la stratégie climat et défense. C'est face à cette réalité du climat que le groupe écologiste et social propose une stratégie de défense globale. Vous le savez, les choix que nous faisons aujourd'hui auront une influence stratégique pour notre défense, vous l'avez évoqué. La préservation des capacités d'action des armées est prioritaire et elle peut être couplée à une recherche de sobriété avec l'objectif d'une amélioration de la résilience et de l'autonomie des forces armées. Un des objectifs de la LPM est d'améliorer la contribution des forces armées à la protection du territoire national et de renforcer celle qui concerne les territoires d'outre-mer. Cela se traduit par de l'adaptation continue des missions d'intervention en cas de catastrophes naturelles, sanitaires ou climatiques, mais aussi par un renforcement de l'articulation et de la coordination avec les forces de sécurité intérieure et de sécurité civile que devrait favoriser la mise en place de réserves territoriales. Nous soutenons en ce sens la création d'une réserve environnementale pour appuyer les forces armées sur des tâches de soutien ne nécessitant pas l'emploi d'un militaire. Quelles actions alors sont mises en œuvre pour permettre à l'armée de terre de s'adapter face au changement climatique et comment les objectifs prévus par la LPM 2024-2030 pourront-ils être tenus selon vous en ce sens ? La LPM se poursuit avec la marche prévue. Oh, excusez-moi.
La LPM doit poursuivre la marche prévue afin de répondre à des défis. L'accélération du processus d'identification des... non, mais il y a eu un... C'est bon. Bon, j'arrive à ma dernière question. Comment le maintien en conditions opérationnelles, en particulier celui des véhicules, répond-il à des nouvelles conditions concernant les conditions climatiques extrêmes? Merci. Je termine. J'ai un peu bafouillé, j'ai le droit de bafouiller. Allez-y. On est entre nous quand même. Donc, le maintien en conditions opérationnelles, en particulier des véhicules dans les zones de chaleur très très humides, mais aussi dans l'Arctique, et comment l'armée de terre se projette-t-elle compte tenu de la situation des industriels du terrestre vis-à-vis des acteurs européens? Merci. Mon général, la parole est à vous. Merci, madame. Cette question de l'évolution du changement climatique dans sa globalité est une question absolument majeure pour les armées, parce que c'est une question qui est majeure pour les sociétés, c'est une question qui est majeure, pour dire, si je vais plus loin, pour notre planète. Pourquoi? Je vois peut-être quatre aspects, et pour répondre apporter des éléments de réponse sur chacun des aspects. Il y a un premier aspect qui est l'évolution de la conflictualité, l'évolution des occurrences d'emploi des armées liées à ces changements climatiques. Et ça, c'est une dimension que nous prenons en compte dans l'évaluation des menaces et des risques. C'est une réalité que nous devons apprendre à prendre en compte de manière de plus en plus importante sur quelles sont les zones dans lesquelles les déséquilibres vont être accrus compte tenu de ces évolutions climatiques, quelles sont les occurrences plus importantes de catastrophes naturelles, etc. Et comment devons-nous nous y préparer? C'est une vraie question, et par exemple une application qui est très récente a été la semaine dernière, j'ai été avec le ministre de l'Intérieur et j'ai accompagné le ministre de l'Intérieur et le ministre des Armées à la création de du 4e régiment d'intervention de la sécurité civile, parce que nous sommes en train de renforcer cette brigade de militaires de la sécurité civile compte tenu de l'augmentation de l'occurrence des catastrophes naturelles sur notre territoire, ou territoire hexagonal comme Outre-mer, et je pense à Chido, et je pense au cyclone à La Réunion qui avait précédé, etc. Ça, c'est clairement le dimensionnement des armées et la prise en compte des risques de zones de conflit et des occurrences d'intervention compte tenu de cette réalité. C'est quelque chose que nous prenons en compte et que nous devons prendre en compte davantage. Deuxième axe, qui est celui de notre adaptation à ces évolutions climatiques, et c'est par exemple très concrètement le fait que les chaleurs, notamment dans la zone sahélienne, mais pas seulement, les plus extrêmes, augmentent encore, qui doivent nous amener à redéfinir les modalités, la façon dont nous demandons la construction des équipements. Très concrètement, traditionnellement, nous spécifions des équipements qui puissent servir entre moins 30 degrés et plus 50. Et bien, plus 50 degrés, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus, ça ne suffira plus pour un certain nombre de nos engagements, notamment au Sahel. Et je pourrais parler d'anecdotes dans lesquelles les soldats utilisaient un verre d'eau pour détromper les thermomètres qui limitaient le démarrage des véhicules au Sahel, parce que à l'intérieur des véhicules, la température dépassait 55 degrés, etc. Mais ça peut être le cas également dans le cadre d'un certain nombre d'autres équipements. Comment nous adaptons nos équipements à cette réalité? Comment nous adaptons l'entraînement de nos soldats à cette réalité? C'est quelque chose qui est très présent. Troisième ligne, c'est celle de la sobriété énergétique, notamment de nos moyens opérationnels. Et cette question, on peut l'aborder, aujourd'hui on l'aborde parfois et peut-être trop souvent sous la forme des contraintes, en se disant, tiens, la fin de la production des moteurs thermiques nous oblige à réfléchir à des alternatives pour nos véhicules à l'horizon de la décennie prochaine. Et parfois,
et par exemple sur la question de la propulsion, ça se transforme en une opportunité. Et aujourd'hui, nous expérimentons un Griffon, un véhicule blindé qui a une propulsion hybride, et nous nous rendons compte qu'un certain nombre de qualités de discrétion de la propulsion électrique, etc., peuvent avoir des avantages. Mais il est important dans ce domaine que nous fassions bien une balance entre les avantages opérationnels que procurent notamment ces énergies fossiles et ce que pourra apporter l'alimentation électrique. Mais nous avons un certain nombre de plans, d'études dans ce domaine-là. Et quatrième peut-être point, c'est celui finalement de notre sobriété, une adaptation aux évolutions et au changement climatique dans notre vie courante. Nous sommes un opérateur important en termes d'infrastructures, nous sommes un opérateur important en termes de véhicules, nous sommes un opérateur important en tant que détenteur d'espace, notamment d'espaces naturels dans les camps. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de plans ministériels et de plans, y compris au sein de l'armée de terre, de feuilles de route, de façon à nous adapter à la réglementation, voire à construire notamment, puisque nous sommes un opérateur important en termes d'immobilier, des infrastructures qui soient sobres et adaptées à ces évolutions. Merci, mon général. Mes chers collègues, nous avons 9 questions, dont une partie sera un huis clos, comme l'a demandé le général. Donc, commençons par une première rafale de 3 questions, et la parole est à Sophie Errante. Oui, merci, Président. Merci, Président. Général, merci pour vos propos. Je vais rebondir et poursuivre sur la question de ma collègue précédemment. Notre commission a créé une mission d'information en partenariat avec la commission du développement durable, justement sur les changements environnementaux et les enjeux de défense. Ma question sera juste sur, vous l'avez déjà et vous venez de l'évoquer, est-ce que vous avez créé une direction particulière, ou est-ce que dans votre état-major, des personnels sont mobilisés sur ces sujets-là pour critériser vos urgences au regard d'une résilience et la meilleure possible? Est-ce que ça fait partie de votre organisation? Et puis sur les futures auditions, et vous pourrez revenir sur les détails, sur effectivement comment est-ce que vous restez opérationnel tout en étant dans une responsabilité environnementale. Ça va poser de gros problèmes, là aussi, et financiers et technologiques. Donc voilà, merci si vous pouvez nous donner plus d'informations. La parole est à Florence Goulet. Merci, Monsieur le Président. Général, merci pour vos propos. Nous ne pouvons que soutenir l'ambition affichée de porter la réserve opérationnelle à plus de 100 000 hommes en 2035, soit un doublement des effectifs en 10 ans. Néanmoins, étant donné les tensions budgétaires conduisant au report de nombreux crédits de paiement et en l'absence d'un concept d'emploi clairement défini, nous doutons que le recrutement, l'équipement, la formation et l'entraînement de la réserve soient considérés comme des priorités et craignons qu'elle demeure une variable d'ajustement pour l'armée de terre. Pourtant, la guerre en Ukraine confirme, malgré l'irruption de nouvelles technologies, qu'il faut toujours des hommes pour occuper le terrain. Aussi, Général, pensez-vous cet objectif réaliste et quels moyens l'armée de terre est-elle prête à mettre en œuvre pour l'atteindre? Je vous remercie. Merci. Et enfin, la parole est à Christophe Bex. Merci, Monsieur le Président, mon général. Selon plusieurs rapports, notamment celui de ma camarade et ex-collègue Martine Etienne, le service national universel voulu par Emmanuel Macron et promu par Gabriel Attal s'est révélé très coûteux, près de 125 millions d'euros par an, épuisant tous les jeunes et sans véritable utilité pour la défense nationale. Dans le même temps, le Haut Commissariat au Plan propose la création d'un service militaire volontaire et vous vous êtes récemment exprimé en faveur d'un format mixte entre armée professionnelle et conscription. Dans notre programme L'Avenir en commun, nous proposons une conscription citoyenne obligatoire de 9 mois, rémunérée au SMIC, avec une composante militaire optionnelle et des missions civiles d'utilité sociale et écologique. Alors, pouvez-vous nous préciser votre vision du SMV? Sera-t-il rémunéré? Combien de jeunes femmes et hommes par an concernés et pour quelles missions concrètes? Sera-t-il cantonné à l'armée de terre? Et enfin, quel budget annuel estimez-vous? Mon général, la parole est à vous.
Madame la députée, je complète je prolonge sur la question du développement durable et vous posiez la question sur la dimension opérationnelle. Vous m'avez posé une question sur l'organisation, puis après sur les implications notamment opérationnelles. Sur l'organisation, nous avons une feuille de route, mais nous n'avons pas de direction consacrée à cette dimension parce que cette dimension est répartie d'une part dans ma partie chez mes opérationnels, et c'est la question de l'analyse de la situation et des facteurs aggravants des changements climatiques, est répartie dans ma sous-chefferie, dans ceux qui font les plans, ceux qui font les acquisitions, notamment pour les questions d'adaptation des équipements aux températures extrêmes ou d'adaptation des équipements aux nouvelles énergies ou à d'autres dimensions, et dans une autre de mes directions qui est plus celle qui s'occupe du stationnement et de la vie courante, parce que cette dimension de sobriété et d'adaptation aux critères de développement durable, notamment pour la partie de notre stationnement, est très importante. Si je devais prioriser, et en fait c'est le cas, il est absolument impératif que nous avancions et que nous avancions vite sur la question du stationnement et de nos infrastructures générales et de notre vie courante. Parce que, finalement, c'est là que nous consommons de l'énergie au quotidien. Sur le domaine de l'opération, vous l'avez mentionné, nous sommes dans un équilibre à trouver. Nous ne pouvons pas nous passer de l'efficacité opérationnelle. Et donc nous ne pouvons pas nous mettre en risque face à un adversaire ou à un ennemi ou à une menace du seul fait du besoin finalement de pouvoir remplir un certain nombre de normes environnementales. Mon enjeu est bien d'arriver à trouver ce bon équilibre de façon à aller globalement dans une direction là aussi de sobriété, de tirer profit, voire d'aider au développement de solutions qui peuvent être éventuellement adaptables. Et je mentionnais tout à l'heure la notion de la robotique, notamment la robotique terrestre qui roule. La motorisation électrique pour cette robotique sera probablement une des bonnes solutions pour l'efficacité de ces robots, parce que sont en train d'être développés des moyeux électriques, etc., qui permettront d'avoir une meilleure mobilité de ces engins. Et il se trouve que cet avantage opérationnel qui va permettre le développement des robots est probablement une forme d'avantage qui pourra accompagner une question de sobriété. Mais aujourd'hui, je ne vois pas à l'horizon visible une solution alternative à la propulsion de mes hélicoptères au moteur thermique, de mes engins les plus lourds au moteur thermique. Donc j'ai cet équilibre à trouver. Sur la question des réserves et du service, je veux peut-être grouper la réponse parce que, effectivement, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur cette notion d'armée mixte, même si un article récent a peut-être été plus loin que ce que j'avais dit, au sens, il a été dit en gros en titre, le chef d'état-major de l'armée de terre promeut un service militaire. Ça n'est pas à moi et ça n'est pas mon rôle de promouvoir ou pas un service militaire. Je dis néanmoins qu'il est très clair que pour moi, la mission de l'armée de terre, elle est de se préparer à un engagement majeur. Elle est de continuer à la prévention des crises dans des espaces qui sont moins contrôlés, dans lesquels il y a du terrorisme, des trafics, etc. Oui, et elle est de protéger, défendre le territoire national, contribuer à la résilience de la nation, aujourd'hui comme demain, et que la dimension de l'esprit de défense est une dimension extrêmement importante de cette mission. Souvent, et un de mes soucis ou une de mes questions, c'est la masse. Et nous avons, de manière très claire dans cette loi de programmation militaire, fait le choix de la cohérence avant la masse, la cohérence qui précède la masse, et non pas la cohérence à la place de la masse. Et cette question de la masse pour faire face, le cas échéant, à certaines situations extrêmes, engagement majeur, etc., une des solutions, et probablement une des solutions les plus structurantes, est celle d'un modèle d'armée mixte, c'est-à-dire d'un modèle d'armée qui combinerait active, réserve
et pourquoi pas service, de façon à ne pas avoir sous les drapeaux un volume, une quantité d'hommes et de femmes donnée, et la capacité à avoir cette montée en quantité lorsque c'est nécessaire. Eh bien, la réserve est exactement cet outil-là, ou un de ces outils-là. Deuxième aspect, deuxième sujet qui est le mien, c'est celui de la capacité de la recrutement et fidélisation. Aujourd'hui, je fais mes effectifs. Je recrute suffisamment de jeunes, 15 000 jeunes par an. Et parce que la fidélisation est plutôt en croissance en ce moment, j'ai les effectifs et les régiments de l'armée de terre sont armés à 100%, ce qui est une exception en Europe. Est-ce que c'est difficile? Oui, j'ai une sous-direction recrutement qui va recruter 15 000 jeunes par an, c'est une industrie. Je le fais dans une classe d'âge à 20 ans c'est-à-dire les jeunes qui ont 20 ans cette année sont 850 000. Dans 10 ans, les chiffres sont peut-être, ils seront moins de 750 000. Donc ma question de pouvoir, dans la durée, armer l'armée de terre, les membres de l'armée de terre sous les drapeaux à un instant T, à la même hauteur qu'aujourd'hui, en conservant l'impératif de jeunesse qui est le nôtre, c'est-à-dire cette ressource humaine en flux, et ne pas devenir une armée complètement professionnalisée au sens de carrière. Un jeune soldat rentre à 20 ans et à 55 ans et 60 ans est encore l'arme à la main à l'entrée du quartier. Ce qui est un modèle alternatif qui existe dans certaines armées européennes. Il y a moins d'énergie, il y a moins d'esprit guerrier, il y a moins d'esprit de combattant dans ce type d'armée. Je pense que cet impératif de jeunesse est important. Et probablement qu'une des solutions possibles pour conserver cette masse, à peu près ce volume d'hommes et de femmes sous les drapeaux, tout en ayant, alors que les classes d'âge vont diminuer, c'est de proposer des modèle alternatif d'engagement qui ne soit pas seulement un contrat de 5 ans ou une carrière complète, mais qui puisse être des opportunités d'engagement plus courts. C'est exactement, et ça rejoint plutôt la question de volontariat, dans le cadre d'un service ou pas, décidé au niveau national. Et c'est l'expérimentation que nous avons faite l'an dernier et que nous renouvelons cette année, des volontaires de l'armée de terre. L'an dernier, 150 jeunes nous ont rejoints pendant 4 mois autour de ces Jeux olympiques avec une formation, la participation à l'environnement des Jeux olympiques, notamment y compris la participation à la levée des couleurs au moment des cérémonies de remise de médailles, etc., mais aussi de garde. Et que nous renouvelons cette année, nous prolongeons cette année pour 300 jeunes, dont 30 en Nouvelle-Calédonie, et qui font 4 mois sous les drapeaux, mais peut-être qu'ils pourraient venir pendant 6 mois, qui pourrait être intéressé par une année de césure, qui peut être intéressé par le service de la nation sans forcément devenir faire ce métier. Et c'est là que ça rejoint ma troisième ligne, après le côté finalement LAMAS, le côté modèle d'armée jeune qui a un besoin de volume de recrutement alors que les classes d'âge vont diminuer et que la conjoncture économique peut-être s'améliorerait, ce qui serait un bien pour la France, mais ce qui évidemment rentrerait en compétition avec mon recrutement. Ma troisième sujet, c'est, et je l'ai dit, c'est les nations qui gagnent la guerre, comment la France a la volonté de se défendre et comment elle offre à un certain nombre de jeunes gens et de jeunes femmes la possibilité de contribuer à la défense sans forcément faire leur métier, de venir dans les armées. Et ça, c'est peut-être un service militaire, volontaire, c'est peut-être la réserve, c'est peut-être un mix des deux. Et donc, le mix de soldats professionnels, soldats de réserve et soldats, pourquoi pas volontaires, pour une durée plus ou moins longue, je pressens que ça peut être, dès lors qu'il y a un projet de société et qui n'est vraiment pas à moi de poser, à la fois quelque chose d'utile pour moi et quelque chose d'utile pour le pays ou d'exploitable pour le pays. Et c'est dans ce sens-là que je le promeux. Pour finir, très, très brièvement, sur les réserves, le projet pour l'armée de terre, vous avez évoqué 100 000, Madame la députée. Donc pour l'armée de terre, ça représente 50 000, le doublement des réserves au cours de la loi de programmation militaire. Nous avions 24 000 réservistes il y a 2 ans. Nous en avons 28 000 aujourd'hui. Nous sommes en train de monter vers 50 000. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de volontaires pour rejoindre la réserve que je n'ai de place à leur offrir.
Ça, c'est une réalité. Deuxième réalité, elle est que nous sommes en train, comme ce doublement n'est pas seulement une évolution homothétique, nous sommes en train de réorganiser notre modèle des réserves, en train de réfléchir à nouveau sur le fait que est-ce qu'il faut qu'on rentre militaire du rang dans la réserve, est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer sous-officier, rentrer officier directement, la façon de recruter ces jeunes, la façon de les employer, est-ce que certains ne préféreraient pas servir près de chez eux de manière territoriale, etc. Nous sommes en train de réorganiser cette réserve de façon à pouvoir répondre à ce besoin d'engagement qui est très fort et que je ressens très fortement des jeunes, tout en leur offrant une possibilité de nous rejoindre qui soit plus fluide. On a un certain nombre de critiques sur la façon dont le temps nécessaire entre le moment où on se déclare volontaire pour la réserve et le moment où on rejoint les rangs, et puis avoir une utilité plus établie, peut-être en répartissant les types de réserves, pour qu'il y ait un lien accru entre la volonté de servir et le sentiment d'utilité concret et d'emploi tous les jours. Et les équipements pour ces réservistes sont prévus, enfin, les ressources nécessaires à l'équipement de ces réservistes sont aujourd'hui prévues dans la loi de prévention militaire. Merci, mon général. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que la mobilisation générale existe encore, mais là, il y aura quand même le sujet d'équiper rapidement et de former rapidement. Mais il faut quand même que notre société n'oublie pas que cet outil au service de la nation existe toujours. La parole... C'est possible, juste... Je voulais savoir, justement, quand on parlait de mobilisation générale, on est en capacité de mobiliser combien d'hommes et de femmes en France actuellement? Là, vous avez parlé de réserve, l'objectif c'est 50 000, mais actuellement, combien d'hommes et de femmes sont sous les drapeaux et quelle est notre capacité de mobilisation? Très difficile à évaluer dans le sens où, aujourd'hui, c'est toute la question de la cohérence de la prévention. Ce qu'on a, il faut que ça fonctionne. Et donc, les équipements mobilisés pour ensuite ne pas employer, ou ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, tout l'enjeu, c'est d'augmenter, pour ce qui est des armées, après, il peut y avoir d'autres missions que celles des armées. Pour les armées, tout notre enjeu est d'organiser le fait que ceux qu'on mobiliserait, et donc nous aujourd'hui, ceux qui sont mobilisables, qu'on envisage mobilisables, c'est nos militaires d'active, nos militaires de réserve qu'on appelle réserve de premier niveau, c'est-à-dire nos aujourd'hui 28 000, et tout militaire qui quitte les armées pendant 5 ans a un devoir de disponibilité, ce qu'on appelle la réserve de deuxième niveau. Et donc nous, là, on a à peu près une masse de... Je vous disais, on engage 15 000 par an, donc il y en a 15 000 par an qui sortent. Donc on a 60 000 anciens militaires qui, le cas échéant, connaissent encore le métier et pourraient venir. Voilà. En tout cas, je pense que, vraiment très, très franchement, aujourd'hui, aller dans des... je ne réfléchis pas aujourd'hui concrètement à la mobilisation pour les armées, pour l'armée de terre, au-delà de cette masse déjà qui représente de l'ordre de 200 000 au total. Merci. Nous commençons une nouvelle série de questions et nous commençons par Alexandre Dufossé. Merci Monsieur le Président, mon général. Au dernier salon du Bourget, nous avons pu découvrir le système de frappe dans la profondeur Foudre. Développé par l'entreprise Turgis et Gaillard, ce lance-roquette unitaire se veut une réponse aux besoins capacitaires de l'armée de terre, notamment pour pouvoir disposer d'une division bonne de guerre à l'horizon 2027. Justement, Emmanuel Kiva, le délégué général de l'armement, a indiqué le 25 juin dernier que le système Foudre pourrait être prochainement testé sur l'île du Levant. Il a toutefois précisé qu'il ne s'agit à ce jour que d'un lanceur sans munitions ni conduit de tir intégré, et que des partenariats seront nécessaires pour le rendre pleinement opérationnel. Or, chacun connaît la situation préoccupante des LRU actuels, menacés d'obsolescence dans un délai très court. Le programme Frappe longue portée terrestre est certes censé répondre à ce problème, mais il n'est pas attendu avant 2030. Un risque de rupture de capacité existe donc d'ici là. D'où ma question, mon général. Le système Foudre peut-il constituer une solution transitoire crédible? Je vous remercie. La parole est à Michel Martinez. Merci, Monsieur le Président, mon général. Le plan Famille 2 se voit attribuer 750 millions d'euros dans la LPM. Ce plan répond à l'impérieuse nécessité de faciliter les conditions de vie et l'accès aux services publics ou de santé des familles de militaires. Comme tous les Français, ils voient leurs conditions d'accès à un médecin, une crèche ou une école se dégrader.
C'est encore plus vrai lorsqu'ils sont soumis à une forte mobilité et que le parc de logement est parfois vétuste. Il y a quelques années, les femmes de militaires ont exprimé légitimement leur colère quant aux conditions de vie dégradées. Nous étions à l'époque des ravages du système de paix louvois, que le général Barrera qualifie à juste titre de poison. Depuis, 2 plans famille ont été votés. Mon groupe politique espère que dans un contexte financier tendu, les crédits dédiés au plan famille seront dûment votés et exécutés. Mon général, vous qui connaissez mieux que personne le quotidien de vos militaires et de leurs familles, que pouvez-vous nous dire de la bonne conduite de ce plan et de ses effets concrets dans l'armée de terre ? Y a-t-il des domaines sur lesquels il faut particulièrement insister alors que nous examinerons prochainement le PLF ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Pascal Jemft. Oui, merci, Monsieur le Président. Mon général, comme l'ensemble de la société civile, les militaires, notamment les officiers, voient leur pouvoir d'achat reculer avec un décrochage notable par rapport aux hauts fonctionnaires, civils. La dernière revalorisation au premier trimestre 2024, plus 0,8%, reste insuffisante face à l'inflation. Pour préserver l'excellence de notre modèle militaire et relever les défis futurs, il est essentiel de fidéliser nos officiers, d'autant que leurs compétences attirent le secteur privé. Cette fidélisation repose sur 4 leviers: le dévouement à la France, la passion du métier, des moyens adaptés pour remplir le contrat opérationnel et une juste rémunération. Sur ces 2 derniers points, des progrès sont attendus. Mon général, quels bénéfices attendez-vous d'une revalorisation des grilles indiciaires des officiers que nous espérons voir inscrites dans le prochain PLF? Et quelles seraient, selon vous, les conséquences d'une absence de mesures en ce sens? Et si je peux me permettre une petite question subsidiaire, je vous ai adressé récemment un courrier relatif au musée de l'infanterie à Bitche. L'avez-vous reçu et à quelle échéance une décision est-elle envisagée? Je vous remercie. Mon général, la parole est à vous. Ça fait 4 questions, Monsieur le Président. Monsieur le député Foudre, peut-être faire un point où vous expliquer comment je vois la question des feux longue portée. Alors, tout d'abord, le fond de la loi de programmation militaire et de la transformation de l'armée de terre dans le cadre général capacitaire, donc de mes capacités, c'est très clairement, au cours de cette loi de programmation militaire, acquérir les capacités dites du haut du spectre. Donc les capacités qui permettent de frapper le renseignement et la frappe dans la profondeur, ce qu'on appelle le deep, la profondeur du champ de bataille. Les capacités qui me permettent, notamment en termes de logistique, de mieux maîtriser mon arrière des unités terrestres, qu'on appelle le rear ou l'arrière, d'améliorer mes capacités sur l'hybride, sur l'environnement, et puis mes capacités aussi de transmission d'une manière générale. Donc, ces capacités du haut du spectre. Dans ces capacités du haut du spectre, il y a une dimension qui est absolument fondamentale dans tous les combats modernes qu'on observe, c'est cette capacité dans la profondeur. Capacité dans la profondeur qui repose sur le renseignement et qui repose ensuite, dès lors qu'on a le renseignement, dès lors qu'on a la transparence du champ de bataille ou qu'on l'a acquise, de pouvoir frapper. La létalité. Les combats ne sont pas une science exacte, mais les Américains, par exemple, ou l'OTAN, les forces de l'OTAN, estiment que 70% des destructions infligées à l'adversaire doivent se faire dans cette profondeur, c'est-à-dire avant les combats de contact, et que, à contrario, l'adversaire va essayer de faire la même chose contre nous. Qu'est-ce que c'est que le contact? En gros, le contact, c'est ce que font mes brigades d'interarmes, c'est-à-dire c'est le combat qui est entre la ligne de front et une trentaine de kilomètres au-delà de la ligne de front, parce que c'est l'espace sur lequel ils sont capables d'agir avec leurs moyens, et notamment mes canons César, leurs canons César. Et finalement, entre ces 30 kilomètres devant la ligne de front ou la ligne de contact et une profondeur qu'on va établir à 150 kilomètres à peu près, c'est ce qu'on appelle la profondeur tactique, c'est la profondeur de la force terrestre. Donc, j'ai besoin, dans mes capacités du haut du spectre, j'ai besoin de pouvoir reconnaître et frapper dans cette profondeur entre 40 km et 150 km, qui est
la profondeur dans laquelle l'ennemi de mon corps d'armée ou de ma division va avoir ses plots logistiques, ses postes de commandement, ses lanceurs d'artillerie, ses moyens de défense solaire. Aujourd'hui, pour frapper, pour agir dans cette profondeur, j'ai des moyens de renseignement, notamment à travers les drones SDT dont j'ai absolument besoin, etc., des capacités de guerre électronique. En termes d'action, j'ai 2 moyens. J'ai mon régiment, 1er régiment d'artillerie de Bourgogne, avec les LRU, et j'ai les hélicoptères. Dans l'avenir, comme c'est là que je dois pouvoir faire 70% des neutralisations d'un adversaire quel qu'il soit, ou en tout cas le menacer, j'ai besoin, de manière très importante, de pouvoir rehausser cette capacité. Et la loi de programmation militaire le prévoit, à travers la modernisation de mes hélicoptères et leur capacité de tir, à travers le renouvellement, voire le doublement de mes capacités de tir dans cette profondeur. Donc, dans la loi de programmation militaire, je dois avoir normalement à la fin 2 régiments capables de tirer entre 40 et 150 km. Et puis d'avoir des munitions téléopérées, parce que finalement, c'est des capacités qui n'existaient pas il y a 3 ans ou 4 ans, mais qui, aujourd'hui, ces munitions téléopérées moyenne portée pour agir entre 40 km et 150 km, j'en ai absolument besoin. Les lance-roquettes unitaires sont en fin de vie. Et j'ai besoin de remplacer ces lance-roquettes unitaires pour pouvoir frapper dans cette profondeur 40 km, 150 km. Et en plus, j'ai besoin de pouvoir acquérir 2 régiments. Sur ce segment-là et sur cet équipement-là, il faut regarder, on est exactement à mi-chemin entre les systèmes qui se comptent en munitions et les systèmes qui se comptent en lanceurs. À l'extrémité la plus évoluée des munitions, on compte en munitions et non pas en lanceurs. On compte en nombre de missiles de croisière navale. On en a 200, on en a 250, on en a 300. À l'autre extrémité, on compte en lanceurs. X fusils, 100 000 fusils. On ne compte pas les munitions. Sur les lance-roquettes unitaires, c'est-à-dire sur le successeur du LRU pour ce 40-150 km, on est exactement entre les deux. J'ai besoin du revolver et j'ai besoin des balles à mettre dans le revolver. Mon problème sur les LRU, c'est que le LRU, le revolver, est en train d'arriver en bout de course. J'ai besoin d'acheter 15 à 30 lanceurs. Et en même temps, j'ai besoin d'acheter des munitions pour mettre dans ces lanceurs. Alors, idéalement, j'achète un lanceur qui tire les munitions que j'ai déjà en soute. Ça s'appelle des M31, c'est les roquettes des LRU. Idéalement, ce lanceur, il pourra tirer aussi des roquettes que je pourrais acheter sur le marché, soit en France, soit ailleurs, parce qu'elles seraient au juste coût, efficacité, délai, pour les avoir vite. Et puis, éventuellement, il tirera des munitions qui seront créées après. Donc, mon sujet, le foudre, il est exactement sur le sujet du revolver. C'est-à-dire que c'est un camion qui serait capable de savoir où il est et d'avoir des paniers dans lesquels on mettrait des munitions. Est-ce que le foudre de Turgis et Gaillard est la bonne solution pour ça ? C'est en tout cas une des solutions qui est sur la table. Est-ce que c'est la seule ? Non, parce qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas si c'est public, mais voilà, au moment du Bourget, Thalès proposait une solution là-dessus, etc. Et ça, typiquement, moi, je ne suis pas au premier ordre intéressé par ça. Au sens où c'est la DGA aussi de voir la réalité de ces projets et les questions de coût-efficacité. Dernier rebond là-dessus, parce que vous l'avez mentionné, il se trouve que le CEMA, qui est mon chef et qui est interarmé, lui, il ne se limite pas à cette distance des 150 km. Il a ce qu'on appelle la profondeur opérative, voire la profondeur stratégique. Lui, il doit pouvoir agir jusqu'à 1000 km, profondeur opérative, jusqu'à 2000 km, sa profondeur stratégique. Et donc il y a une question qui est, jusqu'à présent, parce que nous considérions que nous avions qu'on pouvait conquérir la supériorité aérienne, dans des questions d'économie générale, on avait considéré que pour frapper dans la profondeur opérative et stratégique, l'arme aérienne le faisait et qu'avoir une capacité puissante suffisait. On se rend compte aujourd'hui que, compte tenu des impératifs de frappe dans la profondeur et puis éventuellement de non-liberté du ciel et de non-conquête de la supériorité aérienne, peut-être que le fait de doubler ou de tripler ses capacités, ça peut être intéressant. Donc, comment avoir des drones très longue portée ? Comment avoir des lanceurs balistiques ou qui tireraient des missiles type MDCN à partir de lanceurs terrestres vers des cibles terrestres serait pas pertinent. Mais pourquoi j'ai mentionné ça ? Parce que c'est 2 sujets aujourd'hui qu'on distingue en successeur du LRU
pour 40 à 150 km de futurs de feu longue portée terrestre qui seraient au-delà. Et donc quand vous mentionniez 2030, foudre comme une solution intérimaire, non, ce n'est pas exactement le même segment. Le successeur du LRU et ce feu. Le plan famille, Madame la députée, est en cours d'application. C'est une dimension qui est très importante pour l'environnement et la communauté des armées, donc la communauté terre, dans l'ensemble des dimensions qui ont été évoquées et qui ont été prévues par le plan, d'aide à la mobilité, d'aide à la parentalité, et puis la question de trésorerie des ménages, et les différents segments aujourd'hui sont progressivement mis en œuvre avec des mesures successives dont certaines ont des effets extrêmement importants. Et c'est pour répondre à votre deuxième partie de question, je dis, quelles sont les priorités ? S'il y avait une première priorité de mon point de vue, c'est la question de la mobilité, de l'aide à la mobilité. La mobilité fonctionnelle est consubstantielle au modèle d'armée jeune et en flux que nous avons. Parce que dans le moteur de ce modèle, c'est la progression. Et la progression fonctionnelle, elle est quelque part liée à la mobilité géographique. C'est difficile de dissocier les deux. Et donc, la mobilité géographique est une des dimensions qui me permet de répondre à mes impératifs d'armement de mes postes, de mes centres d'entraînement, etc. Mais c'est aussi un des éléments absolument indispensables à la mobilité fonctionnelle. Or, la mobilité géographique, c'est une contrainte forte, et c'est une contrainte de plus en plus forte sur les familles. Et donc, j'ai interrogé le Conseil de la fonction militaire terre en disant, très bien, est-ce qu'à votre avis, il ne serait pas intelligent de devenir complètement agnostique par rapport à la notion de mobilité géographique et de considérer que le militaire ou la militaire est muté, mais que sa famille, le modèle serait plutôt que des familles restent stables, alors que le modèle français aujourd'hui est clairement, dans la réalité comme dans l'inconscient, le fait que les familles se déplacent avec les militaires. Il y a des armées qui font des choses différemment, notamment parce que la géographie peut être différente. En Belgique, par exemple, il n'y a pas la question de déplacement des familles, puisqu'on peut rejoindre son lieu de travail quasiment chaque jour, etc. Et le Conseil de la fonction militaire terre m'a dit non, c'est clair que le modèle qu'il faut continuer à promouvoir, c'est celui, si possible, que les familles se déplacent avec le militaire ou la militaire mutée, mais il faut qu'on l'accompagne davantage. Et le point central de cette question de la mobilité, il y a plusieurs. Le point central, c'est le logement. Et donc, les éléments du plan famille qui permettent d'améliorer ou de faciliter le logement, et par exemple l'expérimentation en cours de relocation, d'un service de relocation qui aide à cette mobilité, sont extrêmement importants. Les trois autres facteurs étant le travail du conjoint, l'éducation des enfants et l'accès aux soins. Donc, si le plan famille peut en particulier travailler sur ces sujets de mobilité, comme il le fait déjà et encore davantage, c'est important. J'allais en mentionner un deuxième, qui est souvent mentionné par les familles, c'est l'aide à la parentalité, c'est la garde des enfants, l'accueil des enfants en crèche, en école, et qui sont des dimensions qui mériteraient d'être poursuivies. Sur le pouvoir d'achat et la grille officier, moi, j'entends au sens, non pas, je comprends que la grille officier fait partie de la loi de finances initiale et qu'elle va être appliquée cette année. C'est très important. C'est très important parce que c'est très attendu. Et vous me disiez, si jamais elle n'est pas appliquée, oui, c'est clair que si elle n'était pas appliquée, mais je n'ai pas d'indication aujourd'hui qu'elle ne soit pas appliquée. Il y aurait beaucoup de déceptions. Mais il y aurait beaucoup de déceptions, et c'est mon deuxième point. C'est très important pour moi aussi, parce que je constate que les grilles sous-officiers, les grilles militaires du rang, ont eu des effets de fidélisation très bénéfiques. En particulier, la grille sous-officier. Cette année, j'ai 22% des sous-officiers qui, statistiquement, auraient quitté l'an dernier, si on avait été dans les conditions de l'an dernier, qui restent. Parce que cette grille sous-officier, qui a notamment fait effort sur les fins de grille,
ont incité, cette grille a incité à un moment donné un certain nombre de sous-officiers à rester, mais en fait, elle a un effet structurel parce que des sous-officiers qui sont intermédiaires, enfin en ancienneté, vont aller chercher les indices et les échelons terminaux qui ont des effets importants. Et donc, il y a un effet structurel de fidélisation. Et pour les officiers, j'escompte qu'il y ait ce même effet, au-delà du fait que cette grille officier, elle est très clairement, par rapport au reste de la fonction publique, une question de rattrapage par rapport à un passé, enfin, à des évolutions différentielles par le passé. Et le musée de l'infanterie à Beach, c'est une des décisions que je dois prendre. Alors si je fuyais mes responsabilités, c'est une c'est une des décisions que l'administration doit prendre prochainement. Dans les prochains mois, il faut que j'oriente en tout cas vers. On a deux propositions sérieuses. En fait, je veux au cours des tout prochains mois orienter très clairement, prioritairement vers une des deux solutions, de façon à ce que les acteurs de l'un ou de l'autre côté ne travaillent pas non plus pour rien, même si probablement il faudra consolider de toute façon la perspective, dans le sens où, pour qu'un musée soit viable et que l'État s'engage en partie sur ce musée, il est très important qu'il y ait un écosystème général viable de collectivités territoriales, d'associations, etc., qui fasse une preuve de concept, en quelque sorte, que ça va fonctionner et que ce ne sera pas finalement un musée qui sera sous subvention pour la suite. Merci, mon général. Nous avons encore 2 questions individuelles et je passe la parole à Gisèle Lelouis. Merci, Monsieur le Président. Mon général, le 23 juin dernier, dans le cadre de l'opération baptisée « Annonce de la victoire », l'Iran a procédé au tir coordonné de 14 missiles balistiques visant notamment la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, ainsi que des positions en Irak. Cette démonstration de force, conjuguée aux menaces directes proférées par Téhéran, de s'en prendre à des bases françaises, britanniques ou américaines en cas d'entrave à ses frappes contre Israël, illustre la nouvelle menace autour des faits face à notre pays. Il s'agit désormais pour la France de faire face à des scénarios de haute intensité où des puissances régionales sont capables de frapper massivement des installations alliées et potentiellement des éléments de souveraineté française. Dans ce contexte, pourriez-vous nous préciser comment l'armée de terre intègre dans ses réflexions doctrinales la perspective de frappes balistiques ou de saturation ciblant nos forces déployées dans des théâtres extérieurs? Plus précisément, quelles mesures de protection actives et passives sont envisagées pour garantir la résilience et la continuité des opérations? Enfin, dans un cadre marqué par la nécessaire autonomie stratégique de notre pays et par la volonté affirmée de préserver notre liberté d'appréciation et d'action, quelle évolution capacitaire concrète jugez-vous prioritaire pour que nos forces terrestres puissent faire face à ces menaces balistiques grandissantes? Je vous remercie. Merci. La parole est à Natalia Pouzireff. Je sais. Merci, Président. Général, je voudrais revenir sur la capacité de la France et de ses alliés à projeter de la masse, notamment sur le flanc oriental, si cela s'avérait nécessaire. Alors, je dis avec ses alliés, sans compter peut-être la participation de l'armée américaine, mais peut-être des Britanniques, des Canadiens. Vous avez évoqué le niveau brigade pour la France. Mais qu'en est-il du niveau corps d'armée, en considérant aussi que l'Allemagne veut créer 3 nouvelles brigades et en considérant donc les capacités, bien sûr, de nos alliés? Merci, mon général. La parole est à vous. Madame la députée, si je le disais tout à l'heure, mais je pense que si, en observant les conflits en cours, je devais me dire quelles sont les capacités qui sont absolument primordiales et qui doivent faire l'objet d'un effort dans les années qui viennent, et je considère qu'on l'a globalement intégré dans la loi de prévention militaire, mais je vais y revenir, je dirais qu'il y a les capacités de commandement, il y a le renseignement pour acquérir la transparence du champ de bataille. Dès lors qu'on a ces 2 éléments-là, il faut pouvoir frapper, c'est la létalité. Mais dès lors qu'on a ces éléments-là, l'adversaire là, et il faut pouvoir se défendre.
et la capacité à se défendre contre la menace aérienne au sens large, elle est absolument fondamentale, et cet impératif me semble devenir encore plus urgent et encore plus radical qu'au préalable, et c'est, je l'ajoute, ou c'est un des éléments de cette urgence et radicalité que je soulignais. Cette défense solaire, à nouveau, enfin, un peu comme je l'ai dit pour les drones tout à l'heure, elle est à la fois un terme général et elle couvre des réalités absolument différentes. Il est impératif que nous ayons moyen de nous défendre contre les drones achetés dans le commerce de proximité ou construits avec de l'imprimante 3D, comme la question de pouvoir faire face aux menaces de missiles balistiques, hypersoniques, manœuvrants, chasseurs, etc. Et deux réflexions par rapport à cette réalité. La première, c'est que, de toute façon, la défense face à ce type de menace, c'est une question de combinaison. Et donc, nous avons intégré dans la haute pension militaire, nous sommes en train de développer des combinaisons de moyens pour faire face à ces menaces. Ça commence par l'équipement en fusil de chasse, de façon à pouvoir se défendre contre un certain nombre de drones. C'est des petits radars pour pouvoir détecter l'arrivée des drones. En Ukraine, par exemple, une façon de détecter les drones à travers le moteur, c'est d'avoir un micro directionnel installé sur le casque pour que, en fait, en étant dans la direction du drone, le son est maximum et ça permet de le voir. Enfin, des petits radars. C'est le fait que nous avons construit, en assemblant sur des véhicules, des radars et des lance-grenades avec un système d'intelligence artificielle qui fait du retard, qui fait du suivi de cible. On a créé des systèmes anti-drones. C'est ces fameux canons de 20 mm qu'on est en train d'équiper d'intelligence artificielle. C'est les Serval avec une mitrailleuse, un canon antiaérien de 30 mm que nous venons de commander. C'est les Serval avec des défenses anti-drones que nous venons de commander. C'est les missiles Mistral que nous sommes en train de remotoriser sur des camions Scania. C'est les Serval Mistral qu'on est en train de commander. C'est les systèmes de défense solaire, les radars anti-aériens et de contrôle de tir que nous sommes en train de commander. C'est les systèmes de l'armée de l'air, Mika et les évolutions. Et ça va jusqu'au système SAMP-T, de nouvelle génération, qui seront capables de faire face à des menaces balistiques. Donc, première chose, c'est une question multicouche, et deuxièmement, de tactique. Et nous, il n'est plus question que nous nous rassemblions sur un terrain de foot en mettant tous les véhicules côte à côte. Le déploiement, le camouflage, la protection est un des éléments de protection absolument indispensable. Donc voilà sur le sujet de ces moyens. Peut-être juste une réflexion, c'est que souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que nous serons capables... Une première illusion, une première tentation, ce serait de construire un système qui permette de se protéger complètement. Et on voit que ça, c'est extrêmement coûteux. Et d'ailleurs, c'est technologiquement probablement impossible à faire. Dans le sens où il y aura toujours un trou. Et quand on construit une défense... c'est en fait le défenseur qui se met en doute, parce que est-ce que j'arriverai à intercepter tout ce qui vient contre moi? Une des façons de répondre à cette menace, c'est ce qu'on appelle la dissuasion, alors jusqu'à la dissuasion nucléaire, voire la capacité de frapper. Donc une des façons de le faire aussi, c'est d'être capable, au niveau tactique, de protéger ses lanceurs, de façon à garantir que si jamais on tente de nous frapper, on saura protéger notre capacité d'agression et de réponse pour pouvoir frapper en face. Et c'est la combinaison de cette défense multicouche, de cette tactique adaptée, notamment pour protéger les éléments centraux, et d'avoir une forme de capacité d'agression suffisamment puissante et crédible contre l'adversaire, qui doit nous protéger contre ce type de menace, mais c'est absolument indispensable. La question de la projection de la masse, notamment en Europe. En Europe, fondamentalement, nous sommes en coalition. Et cette coalition, aujourd'hui, elle s'appelle, enfin en tout cas militairement, c'est l'OTAN. Et donc l'OTAN a établi un certain nombre de plans de défense. Dans ces plans de défense, il y a toute une partie des forces qui se sont vues assigner
des espaces à défendre, et il y a toute une partie des forces de l'OTAN qui savent très bien où elles vont se battre, qui connaissent exactement le terrain, ça leur est assigné, les missions leur sont données, quasiment l'adversaire ou l'ennemi nominatif, ou en tout cas en termes de division, leur est désigné, et s'entraînent, et ils se construisent pour cette réalité-là. Nous qui sommes à l'ouest de la péninsule européenne, dans ces plans de l'OTAN, nous sommes responsables, avec les Britanniques et les Italiens, de pouvoir fournir 2 corps d'armée, qu'on appelle Strategic Response Corps, capables, quelque sorte, d'être des réserves, ou des moyens de contre-attaque, ou des moyens 360 degrés. Et c'est sur cette base-là que nous construisons notre armée et notre armée de terre. Et nous avons un poste de commandement de corps d'armée. Nous avons des éléments organiques de corps d'armée, c'est-à-dire ce qu'il faut pour que ce corps démultiplie son action, division et brigade. Et c'est comme ça que nous dimensionnons nos forces. 2 pièges, pardon, oui. Deux pièges là-dessus, c'est que l'armée française et l'armée de terre, elle n'est pas construite uniquement pour soi. Notre objectif, c'est pas de nous battre le jour où tout sera, enfin, où on ira aux extrêmes. Notre objectif, c'est d'empêcher qu'il y ait cette montée aux extrêmes. Notre objectif, c'est de montrer tous les jours notre détermination, notre crédibilité, éventuellement par des actions rapides et crédibles, etc., pour faire en sorte que le matin de février 2022, président Poutine se dise non, il vaut mieux pas y aller. C'est ça notre objectif. Alors, c'est si tu veux la paix, prépare la guerre, pour être redoutable, craint, crédible, etc., il faut qu'on montre qu'on a les moyens. Mais nous ne sommes pas, et ça peut être une erreur, y compris en interne, de se dire, moi je me prépare à la guerre. Non, on ne se prépare pas à la guerre en premier lieu, ou plus exactement, on le fait pour pouvoir envoyer tous les jours des messages, créer des capacités à agir en coalition, etc. Et c'est pour ça que cette dimension est très importante. Et le corps d'armée, il ne sert pas à mener une grande guerre avec 60 000 hommes, il sert à nous fournir des capacités pour pouvoir agir de manière très rapide, dans beaucoup de dimensions. Et donc ce qui est important, c'est les fonctions qu'il met en œuvre, plus que le volume. Et tout dernier point enfin, c'est un des pièges dans lesquels nos alliés essayent parfois de nous emmener, c'est la comparaison des poids, des masses. Nous ne sommes pas une armée comme les autres, nous sommes une puissance nucléaire, nous avons la dissuasion nucléaire, et donc ça c'est un des éléments majeurs de la constitution de notre armée. Nous avons une armée de terre qui est adaptée à la stratégie de notre pays, qui est un pays, une puissance nucléaire, et nous n'avons pas besoin pour protéger nos intérêts vitaux d'avoir une masse énorme, parce que nous avons cette combinaison avec la dissuasion nucléaire. Merci, mon général. Nous avons une petite dernière question qui vient de se glisser avant de passer au huis clos. La parole est à Thibault Monnier. Oui, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup, mon général. Il y a un mois, la première division de l'armée de terre a participé au cycle de préparation Warfighter, une série d'exercices interalliés avec les forces armées américaines, britanniques, allemandes et belges. D'après le rapport sur la haute intensité de 2022 porté par notre collègue Thierryot, le dernier cycle Warfighter 2021 avait révélé des faiblesses structurelles de nos armées qui manquaient de profondeur et de masse, tant en termes d'équipement que de stock de munitions légères et lourdes. Les rapporteurs craignaient également qu'un tiers des soldats mobilisés au sol soient mis hors de combat en seulement 10 jours et que la première division de l'armée de terre ne soit pas capable de tenir sa ligne de défense. 4 ans plus tard, pouvez-vous dresser le bilan du Warfighter 2025 et nous préciser quels enseignements en avez-vous tiré? Je vous remercie. Notre participation à l'exercice... Donc Warfighter, c'est un exercice que l'armée américaine fait de manière régulière et c'est un exercice de contrôle de ses corps d'armée et de ses divisions. Nous nous étions inscrits pour participer à l'exercice Warfighter 2025 avec l'objectif de prouver que nos grandes unités étaient interopérables avec les unités américaines pour montrer aux Américains, pour nous montrer à nous-mêmes, pour montrer aux autres alliés que nous avons un système de commandement crédible. La première division de Besançon a parfaitement répondu à cet objectif. La première division de Besançon, commandée par le général Faguet, qui avait été pendant 3 ans général adjoint dans une division américaine, a prouvé que dans les conditions fixées par l'exercice américain, dans un scénario fixé par les Américains, etc.,
nous avions un poste de commandement de division capable de tenir la ligne, et que si jamais ces conditions se présentaient, etc., ce poste de commandement de division était capable de commander une division au meilleur standard dans cette situation-là. Est-ce que c'était un exercice donc sur simulé, c'est-à-dire que les unités subordonnées étaient simulées sur ordinateur? Est-ce que la France, est-ce que les Américains, est-ce que les Anglais, est-ce que les Allemands qui participaient à l'exercice avaient en réel dans leurs armées tout ce qui était déployé sur ordinateur? Non, même pas les Américains. Donc la question, elle n'est pas exactement... moi, elle ne me permet pas de répondre directement à la question. Est-ce que j'ai une division qui aurait pu faire ça? J'ai un poste de commandement de division qui a tenu son rang dans cet exercice. Après, encore une fois, je l'ai dit un peu en introduction, c'était dans des conditions particulières d'exercice fixées par les Américains, etc. Moi, je considère qu'il y a des conditions d'emploi et d'engagement qui peuvent être différentes, et notamment, parce que j'y reviens, mon objectif est d'utiliser ces outils pour avoir une crédibilité, pouvoir dire à des partenaires européens, venez avec moi, par exemple les Belges qui avaient une brigade simulée sous les ordres de notre division, dans le cadre de Camo, ou d'autres qui se disent, ah oui, tiens, les Français, ils sont au bon standard pour commander, ce qu'ils vont pouvoir élaborer d'un point de vue opérationnel, c'est crédible. Mais mon objectif est que le scénario qui était sur celui de Warfighter, je pense que c'est en partie public, qui était qu'il y avait eu finalement une attaque russe et biélorusse jusqu'à Kaliningrad, et qu'il y avait une reconquête de l'espace. Moi, mon objectif, c'est que ça n'arrive pas, au sens de... c'est toute la manœuvre amont de dissuasion et d'emploi des unités. Merci, mon général. Nous arrivons donc à la fin de cette partie. Nous allons passer à huis clos. Donc, je vais demander, si vous voulez bien, à la technique de nous mettre en huis clos.